cette sensation de froid absolu, pénétrant chaque centimètre de mon corps, ne quittera jamais ma mémoire. L'obscurité presque totale, interrompue seulement par la petite LED rouge de la caméra de surveillance, clignotant dans le coin du plafond du congélateur industriel. La terreur que j'ai ressentie en réalisant que ma propre fille, l'enfant que j'ai porté pendant 9 mois, m'avait enfermé là pour me tuer. Si vous me regardez maintenant, je vous demande de liker cette vidéo et de la partager avec quelqu'un qui doit comprendre que les liens du sang ne signifient pas toujours protection. Peut-être pourrons-nous ainsi sauver d'autres mères de vivre ce que j'ai vécu. Je m'appelle Marguerite Dubois-Moreau, j'ai 73 ans, je suis veuve et ancienne institutrice. Je suis née et j'ai grandi à Sainte-Colombe-sur-Loire, dans le Berry, village où j'ai enseigné pendant près de 4 décennies dans la même école communale. Tout le monde ici me connaît comme Mamie Marguerite, l'institutrice qui a éduqué des générations entières. Jamais je n'aurais imaginé qu'à 73 ans, je serais devant une caméra à raconter comment ma fille unique a tenté de m'assassiner. Le froid qui glaçait mes os à moins 25 degrés n'était rien comparé à la glace que j'ai sentie dans mon cœur quand j'ai reconnu la voix de ma propre fille dehors, qui se réjouissait, tandis que j'étouffais dans ce cercueil réfrigéré. Je pense que 3 heures suffisent. Personne ne survit si longtemps à cette température, disait-elle à son petit ami, comme si elle parlait d'attendre qu'un gâteau cuise au four. Ma Camille, qui fut jadis ma fierté, calculait maintenant froidement combien de temps il faudrait pour que sa propre mère meure gelée. Vous vous demandez sûrement comment une mère finit enfermée dans un congélateur industriel par sa propre fille. L'histoire ne commence pas dans cet entrepôt glacé. Elle commence bien avant, quand nous vivions encore heureux tous les 3, moi, mon mari Henri et notre fille Camille. Nos racines sont profondes dans cette région. La propriété où je vis depuis plus de 50 ans était l'héritage de la famille de mon mari, d'anciens vignerons qui, avec le déclin du vignoble local, se sont reconvertis dans la production fromagère. Nous ne sommes pas millionnaires, comme on le dit, mais Henri était un homme travailleur qui a su bien gérer ce qu'il avait reçu, développant l'affaire et nous assurant une vie confortable. Chaque matin, je maintiens encore l'habitude de m'occuper personnellement de mon jardin de roses. C'est Henri qui a planté les premiers rosiers quand nous nous sommes mariés, comme symbole de notre amour qui fleurirait avec le temps. Aujourd'hui, ce jardin est mon refuge. Pendant que je taille les branches mortes et enlève les feuilles jaunies, je bavarde avec mes amis, les roses, comme si c'étaient des personnes. Parfois, je leur confie même des secrets que je ne partagerai avec personne. Les fleurs ne jugent pas, ne trahissent pas, ne mentent pas. Camille a toujours trouvé cette manie de parler aux plantes complètement ridicule. « Maman, c'est un truc de vieille gâteuse », disait-elle en riant, même quand elle était encore adolescente. Ma fille n'a jamais eu de patience pour les choses qu'elle considérait démodées. Depuis petite, elle était fascinée par les nouveautés, par ce qui brillait, par ce qui coûtait cher. Alors que les autres fillettes de son âge demandaient des poupées pour leur anniversaire, Camille voulait un bracelet en or. À 12 ans, elle rêvait déjà d'une voiture de luxe à 16 ans. Henri et moi avons toujours pensé que cette ambition était un trait fort de caractère, qui l'aiderait à atteindre ses objectifs dans la vie. C'était peut-être notre plus grosse erreur, confondre ambition et cupidité, détermination et égoïsme. Nous avons élevé une fille en pensant qu'elle serait notre port d'attache dans nos vieux jours. Mais nous avons formé quelqu'un qui ne voyait en ses propres parents qu'un obstacle entre elle et l'argent qu'elle désirait tant. Henri s'en est allé il y a 8 ans. Un infarctus foudroyant pendant qu'il supervisait le fonctionnement du nouvel équipement de pasteurisation du lait. Il est mort en faisant ce qu'il aimait, s'occupant de l'affaire que nous avions construite ensemble. Après son départ, j'avoue que j'ai un peu perdu le nord. 45 ans de mariage, de partager le lit, le petit déjeuner et les rêves. Soudain, je me suis retrouvée seule dans cette grande maison, avec seulement les souvenirs et les photographies comme compagnie. Camille habitait déjà Paris depuis des années, travaillant comme directrice dans un grand magasin. Après la mort de son père,
elle s'est mise à me rendre visite plus fréquemment, toujours préoccupée par les affaires de famille, comme elle disait. C'est lors d'une de ces visites, 2 ans après le décès d'Henri, que Camille est arrivée accompagnée. « Maman, je veux te présenter quelqu'un de très spécial », annonça-t-elle avec un sourire que je n'avais pas vu sur son visage depuis longtemps. Julien Bertrand, 38 ans, se présenta comme entrepreneur dans l'immobilier parisien. Grand, bien habillé, avec un sourire qui dévoilait des dents parfaitement alignées et une montre dorée qui reflétait la lumière du soleil sur la terrasse. Il baisa ma main avec une formalité qui me parut excessive, presque théâtrale. « C'est un plaisir de enfin rencontrer belle maman, » dit-il d'une voix grave et posée. « Camille parle tellement de vous que j'ai l'impression de vous connaître depuis des années. Quelque chose chez cet homme me mit immédiatement mal à l'aise, une sensation étrange que je n'arrivais pas à définir. Mais voyant ma fille si heureuse, j'écartai ce sentiment. Après tout, que peut savoir une vieille institutrice à la retraite des hommes modernes de la capitale? Lors de cette première visite, Julien charma tout le monde avec ses histoires de négociations à millions d'euros et de projets grandioses à Paris. Il parlait de promotions immobilières, de fonds d'investissement et de taux de rendement avec une aisance impressionnante. Henri m'avait toujours appris à me méfier de ceux qui parlent trop d'argent, mais je gardais cette leçon pour moi. Camille semblait ensorcelée par chaque mot qui sortait de la bouche de cet homme. Assis sur la terrasse, buvant le café que j'avais préparé avec tant de soin, Julien commença à poser des questions sur la propriété. Combien d'hectares faisait le terrain? La production laitière était-elle rentable? Y avait-il des projets d'expansion? Avais-je des employés de confiance pour l'administration? Et le plus important, avais-je déjà pensé à comment se ferait la succession du patrimoine? Julien est spécialiste en planification financière familiale, maman, expliqua Camille, serrant le bras de son petit ami avec admiration. Il peut nous aider à tout organiser pour que tu aies une vieillesse tranquille et sans souci. Ce mot « nous » me dérangea profondément, comme si les biens construits par Henri et moi appartenaient déjà, d'une façon ou d'une autre, à cet étranger que je venais de rencontrer. Mais je souris et remerciai pour l'intérêt, disant que j'avais déjà tout organisé avec mon notaire de confiance, Maître Rousseau, qui s'occupait des affaires de la famille depuis des décennies. L'expression sur le visage de Julien changea un instant, si vite que je ne l'ai presque pas remarqué. Un éclair de contrariété qui fut aussitôt remplacé par un sourire encore plus large. Bien sûr, Madame Marguerite, c'est très prudent d'avoir un conseil juridique. Mais parfois les notaires ne comprennent pas complètement les questions fiscales et les opportunités d'optimisation patrimoniale. Je suis à votre disposition pour donner un second avis, sans engagement. Cette première visite ne dura qu'un week-end, mais ce fut suffisant pour que je remarque comme Camille avait changé. Toujours indépendante et décidée, elle semblait maintenant consulter Julien pour tout, depuis quels vêtements porter jusqu'à quoi dire dans nos conversations familiales. C'était comme s'il était un ventriloque et elle, sa marionnette. Dans les semaines qui suivirent, je reçus plusieurs appels de Camille, de plus en plus enthousiaste concernant sa relation. « Julien pense qu'on devrait moderniser les équipements de la propriété, maman. Julien dit qu'on pourrait tripler la production si on investissait dans la technologie. Julien connaît des gens qui pourraient acheter une partie des terres à un excellent prix. Julien ci, Julien ça. » C'était comme si ma fille avait trouvé un nouveau père, quelqu'un pour remplacer Henri, non seulement dans son cœur, mais aussi dans l'administration du patrimoine familial. 3 mois après cette première visite, Camille m'appela avec la nouvelle. « Maman, nous sommes fiancés. Nous allons nous marier dans 6 mois. Et il y a autre chose. Nous revenons à Sainte-Colombe. Julien va laisser ses affaires à Paris pour s'occuper de la propriété avec nous. N'est-ce pas merveilleux ?» Je sentis un frisson dans le dos. Toute cette précipitation, tout cet intérêt soudain pour la vie à la campagne, pour la propriété. Quelque chose ne collait pas. Mais comment dire ça à une fille amoureuse sans passer pour une vieille aigrie et jalouse? Comment exprimer mes soupçons sans preuve concrète,
basée seulement sur une intuition maternelle. Quelques semaines plus tard, Camille et Julien revinrent au domaine, cette fois pour un séjour plus long. Ils voulaient mieux connaître le fonctionnement de la propriété, dirent-ils. Julien commença à suivre chaque aspect de la routine de la ferme, prenant des notes, faisant des photos, discutant avec les employés les plus anciens, toujours avec un sourire et des explications parfaitement raisonnables pour son intérêt. « Je dois tout apprendre pour aider à administrer dans le futur, Madame Marguerite. » Ce fut un mercredi, pendant le petit déjeuner, que Julien fit la proposition qui allait tout changer. « J'ai réfléchi, Madame Marguerite. Ne trouvez-vous pas que cette maison est trop grande, rien que pour vous? Après notre mariage, Camille et moi pourrions habiter ici, nous occuper de tout, et vous pourriez déménager dans cette petite maison, près du portail principal. C'est plus coquet, plus facile à nettoyer et entretenir. Qu'en pensez-vous? » Avant que je puisse répondre, Camille compléta. « Ce serait parfait, maman. Tu aurais plus de tranquillité et moins de travail. Et nous nous occuperions de tout ici. » Je me sentis prise au piège. Cette petite maison n'était autre que l'ancienne résidence du garde-chasse, vide depuis des années, avec des problèmes d'infiltration et de moisissure. Je compris clairement ce qui se passait. Il voulait m'éloigner de la maison principale, le cœur de la propriété, l'endroit où j'avais vécu avec Henri pendant des décennies, où je gardais tous mes derniers souvenirs. « Je pense que je préfère rester dans ma maison, » répondis-je de la voix la plus ferme que je pus. « Mais vous pouvez construire une maison neuve dans la partie est de la propriété, où la vue est encore plus belle. » Le silence qui suivit fut révélateur. Julien et Camille échangèrent des regards rapides, comme si un plan avait été contrarié. « Bien sûr, maman, » dit finalement Camille, sa voix sonnant faussement joyeuse. « C'était juste une idée. Nous voulons ton bien. » Cette nuit-là, en allant aux toilettes, je passais devant la chambre d'amis où Julien était hébergé. La porte était entr'ouverte et j'entendis sa voix agitée au téléphone. « Ça ne va pas être aussi facile qu'on pensait. La vieille est plus maligne qu'elle en a l'air. Non, elle ne quittera pas la maison principale. Il va falloir qu'on trouve autre chose. » Mon cœur s'emballa. Il n'y avait plus de doute que quelque chose clochait. Le lendemain matin, je passai un coup de fil discret à mon notaire, maître Rousseau, lui demandant de venir me voir d'urgence pour mettre à jour quelques documents. Je ne mentionnai pas mes soupçons au téléphone, craignant que Camille ou Julien puissent entendre. Maître Rousseau arriva 2 jours plus tard, avec sa serviette en cuir usé par le temps et cet air paternel qui me transmettait toujours confiance. Nous pûmes parler seul à seul quand je suggérais de lui montrer les rosiers du jardin, un endroit où je savais que nous ne serions pas entendus. Entre les tailles et les explications sur les différentes variétés de roses, je racontais mes inquiétudes. « J'ai un mauvais pressentiment, maître Rousseau. Je pense que cet homme en veut au patrimoine. Et Camille semble complètement aveuglée, faisant tout ce qu'il suggère. » Le notaire m'écoutait attentivement tout en faisant semblant d'admirer une rose rouge particulièrement vigoureuse. « J'ai déjà enquêté sur lui auprès de mes contacts parisiens, » révéla-t-il à voix basse. Julien Bertrand n'est pas l'entrepreneur prospère qu'il prétend être. Il y a des témoignages d'arnaques dans d'autres villes, surtout contre des personnes âgées. Il s'approche, gagne la confiance, puis arrive à transférer les biens à son nom. Mais il n'a jamais été effectivement condamné parce que les victimes abandonnent les poursuites ou décèdent pendant les enquêtes. Je sentis mes jambes faiblir. Maître Rousseau me soutint le bras. « Nous allons prendre quelques précautions, » suggéra-t-il. « Premièrement, je vais mettre à jour votre testament pour inclure des clauses de protection. Deuxièmement, nous allons enregistrer chez le notaire une déclaration sur votre état mental et vos décisions conscientes. Troisièmement, je suggère d'installer des caméras de surveillance discrètes dans la propriété. Et enfin, mais ce n'est pas le moins important, ne signez absolument aucun document sans ma présence. Suivant ces conseils, nous installâmes discrètement de petites caméras en points stratégiques de la maison et de la propriété.
Maître Rousseau engagea un technicien de confiance qui fit le travail pendant que Camille et Julien étaient partis au village. Les images étaient stockées sur un serveur distant, accessible seulement par mot de passe, que seul le notaire et moi connaissions. Dans les semaines qui suivirent, j'essayais d'agir normalement, comme si rien n'avait changé. Je continuais à traiter Julien avec cordialité et Camille avec l'amour de toujours. Mais intérieurement, j'étais en état d'alerte constant. Je commençais à garder mes documents importants dans un coffre à la banque du village et plus à la maison. Je me mis aussi à prendre des notes détaillées de tout ce qui se passait, créant un journal qui pourrait servir de preuve future, si nécessaire. C'est dans une de ces notes que j'enregistrais quelque chose d'étrange, un devis de congélateur industriel que je trouvais tomber de la poche de la veste de Julien pendant que je la lavais. Pourquoi quelqu'un intéressé par l'administration d'une fromagerie rechercherait-il des prix de congélateurs industriels? Notre structure de réfrigération était déjà largement suffisante pour la production actuelle. Je gardais ce papier comme s'il s'agissait d'une pièce importante d'un puzzle que je n'arrivais pas encore à visualiser complètement. Ce n'est que bien plus tard, beaucoup plus tard, quand j'étais déjà enfermé dans ce congélateur luttant pour ma vie, que je comprendrais à quel point ce devis était significatif. Et c'est ainsi que, quelques mois plus tard, je me retrouvais face à une situation que je n'avais jamais imaginé vivre, trahi par ma propre fille, enfermée dans un congélateur industriel à moins 25 degrés, sans que personne sache où j'étais, sans personne pour me secourir. Comment j'ai survécu pendant 18 heures dans cet enfer glacé et comment les images capturées par les caméras de surveillance ont tout changé. C'est ce que je vais raconter dans la suite de cette histoire qui me cause encore des cauchemars toutes les nuits. Si vous pensez qu'il est important que des histoires comme la mienne soient révélées pour alerter d'autres personnes, principalement les personnes âgées, sur les dangers qui peuvent venir d'où on s'y attend le moins, je vous demande de liker pour que nous puissions aider et sauver des vies réelles et peut-être ainsi éviter que d'autres mères et pères souffrent aux mains de ceux qui devraient les protéger dans leur vieillesse. Les choses commencèrent à changer rapidement à la maison après cette conversation sur mon déménagement dans la maison du garde-chasse. Je remarquai que Camille et Julien se mirent à parler plus bas quand je m'approchais. Je notais des regards significatifs échangés entre eux pendant les repas. Et le plus troublant, je commençais à me sentir étrangement somnolente après la tisane de l'après-midi que Camille insistait pour me préparer tous les jours. « C'est une recette spéciale pour le tonus, maman », disait-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Ça va te faire beaucoup de bien. » Après 3 jours à boire cette tisane et me sentir de plus en plus confuse et léthargique, je commençais à verser discrètement le liquide dans un pot de fleurs quand personne ne regardait. La fougère mourut en moins d'1 semaine. C'est à cette époque que Solange, notre employée de maison depuis plus de 20 ans, vint me parler en privé. Solange était plus qu'une employée. Elle était presque une fille pour moi, quelqu'un que j'avais vu grandir, se marier, avoir des enfants. Quelqu'un en qui j'avais pleinement confiance. « Madame Marguerite » chuchota-t-elle pendant que nous rangions ensemble le garde-manger, « il se passe quelque chose de bizarre. Hier, j'ai entendu M. Julien parler au téléphone de documents de tutelle. Il disait que ce serait facile de prouver que vous n'êtes plus en état d'administrer vos biens. Tutelle. Ce mot me frappa comme un coup de poing dans l'estomac. C'était clair maintenant. Ils essayaient de me faire déclarer incapable, prendre le contrôle légal de tout ce qu'Henri et moi avions construit à la sueur de notre front. La tisane, les comportements étranges, les conversations interrompues quand j'entrais dans la pièce, tout prenait sens. « Solange » demandai-je avec urgence dans la voix. « J'ai besoin que tu sois mes yeux et mes oreilles quand je ne suis pas dans les parages. Note tout ce qui semble suspect. Et plus important, si un jour je disparais ou s'il m'arrive quelque chose, contacte immédiatement Maître Rousseau. » Elle acquiesça, les yeux pleins d'inquiétude et de loyauté. « Vous pouvez compter sur moi, Madame Marguerite. Je ne laisserai personne vous faire du mal. » C'est alors que Julien commença à parler d'une nouvelle affaire pour la propriété.
une chambre froide de dernière génération pour stocker la production laitière, nous permettant de négocier de meilleurs prix hors saison. En théorie, c'était une excellente idée, et si je n'avais pas déjà des soupçons, j'aurais probablement approuvé sans réfléchir. C'est un investissement qui se remboursera en moins de 2 ans, expliqua Julien, étalant des tableaux et des projections sur la table de la salle à manger. La technologie est de pointe, avec contrôle numérique de température et système de secours. Nous pouvons stocker toute notre production et vendre quand les prix seront plus favorables. Le congélateur industriel arriva une semaine plus tard. Une grande caisse métallique, imposante et effrayante, installée dans l'ancienne bergerie à environ 200 mètres de la maison principale. Les techniciens passèrent 2 jours à installer l'équipement, calibrer les commandes, tester les températures. Julien supervisait tout avec un enthousiasme qui me semblait maintenant sinistre. « C'est impressionnant », commenta un des techniciens pendant l'installation. « Je n'ai jamais vu un modèle comme celui-ci utilisé dans une ferme de cette taille. C'est plus courant dans les grandes chaînes du froid ou les industries à grande échelle. » « Nous nous préparons à nous développer, » répondit promptement Julien. « Madame Marguerite et moi avons de grands projets pour cet endroit. » Je remarquai qu'il parlait déjà comme s'il était le propriétaire du domaine. Comme si j'étais juste une figurante dans ma propre vie, leur plan commença à se dérouler 3 jours après l'installation du congélateur. C'était un jeudi après-midi, je m'en souviens clairement. J'étais dans ma chambre en train de me reposer quand Camille entra, l'air animé. « Maman, Julien et moi voulons te montrer quelque chose d'incroyable dans la bergerie. Le congélateur fonctionne parfaitement et nous avons préparé une petite surprise pour toi. » Il y avait quelque chose dans son ton, une fausseté, une tension mal dissimulée, qui me mit instantanément en alerte. Même ainsi, je décidai de l'accompagner. S'il préparait quelque chose, il valait mieux que je sache exactement quoi. Nous traversâmes le verger jusqu'à la bergerie. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur la pelouse, et je me souviens avoir pensé que c'était un décor trop beau pour ce que je soupçonnais être sur le point d'arriver. Julien nous attendait à la porte de la bergerie, souriant largement, tenant une bouteille de champagne. « Madame Marguerite, que c'est bien que vous soyez venue. Nous avons préparé une petite célébration pour fêter le début de cette nouvelle phase dans les affaires de la famille. » Nous entrâmes dans la bergerie réfrigérée où le grand congélateur industriel dominait l'espace. C'était une structure imposante, comme une pièce dans la bergerie elle-même, avec une lourde porte métallique et un panneau numérique affichant la température, 25 degrés C. « Venez voir comme c'est à l'intérieur », invita Julien, ouvrant la lourde porte. « C'est impressionnant, la capacité de stockage. » J'hésitais. Toutes les alarmes internes se déclenchaient dans mon esprit. « Tu peux entrer, maman », insista Camille, son sourire n'atteignant pas ses yeux. « C'est complètement sûr. » C'est à ce moment que je pris une décision qui sauverait ma vie. Discrètement, je sortis de ma poche le petit enregistreur vocal que Maître Rousseau m'avait donné et je l'activai avant de le remettre dans ma poche. Si quelque chose m'arrivait, il y aurait au moins un enregistrement. J'entrai dans le congélateur, sentant immédiatement l'air glacé envelopper mon corps. Il était vide, sauf quelques caisses en plastique empilées dans un coin et plusieurs rouleaux de film plastique à bulles appuyés contre le mur, du matériel d'emballage pour les produits, imaginai-je. C'est très spacieux, commentai-je, essayant de ne pas montrer la peur qui grandissait en moi. Mais nous ne devrions pas rester là-dedans avec la porte ouverte, ça gaspille de l'énergie. Vous avez raison, Madame Marguerite, approuva Julien. Et alors, cela arriva. D'un mouvement rapide, Julien sortit du congélateur, et avant que je puisse réagir, Camille sortit aussi, et la lourde porte métallique se referma avec un bruit sourd. J'entendis le clic sinistre du système de verrouillage automatique s'activant de l'extérieur. Pendant un moment, je restai paralysé par le choc, puis je courus vers la porte frappant avec force. « Camille, qu'est-ce que tu fais? Ouvre cette porte !» La voix de ma fille arriva étouffée de l'autre côté. « Je suis désolée, maman. C'est mieux comme ça.
Ça va être rapide, je te promets. Dans quelques heures, tout sera fini et tu ne sentiras pas la douleur. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Ma propre fille, ma propre chair et mon sang me condamnaient à une mort lente et cruelle. « Camille, s'il te plaît, je suis ta mère. »« Et c'est parce que tu es ma mère que tu gênes tout, » répondit-elle, sa voix froide et calculatrice. « Toujours à contrôler, toujours à te mêler de tout. Maintenant, Julien et moi pouvons enfin vivre sans t'avoir sur notre chemin. Quand ils trouveront ton corps, tout le monde pensera que c'était un accident. La vieille confuse qui est entrée dans le congélateur et n'a pas réussi à sortir. » J'entendis Julien rire. « Le mieux, c'est qu'il n'y a aucun moyen de prouver quoi que ce soit. Aucune marque, aucun poison, rien. Juste de l'hypothermie, une mort naturelle dans des circonstances malheureuses. » Puis j'entendis leurs pas s'éloigner et le bruit de la porte de la bergerie qui se fermait. Ils me laissèrent là pour mourir. La panique s'empara de moi. La température sur l'affichage numérique indiquait 25 degrés C. D'après ce que j'avais lu, une personne sans protection adéquate commence à souffrir d'hypothermie sévère en moins de 30 minutes dans ces conditions. J'aurais au maximum quelques heures de vie. Je regardais désespérément autour de moi, cherchant quelque chose qui pourrait m'aider. C'est alors que je remarquai la petite LED rouge clignotant dans le coin supérieur du mur, une caméra de surveillance. Le système que Julien avait installé pour surveiller le fonctionnement du congélateur. Ironiquement, cette caméra qui devait servir leur plan deviendrait mon salut. Mais d'abord, je devais survivre. Le froid commençait déjà à mordre ma peau comme des milliers de petites aiguilles. Mes mains s'engourdissaient et la respiration formait d'épais nuages de vapeur. J'essayais de frapper à la porte, de crier au secours, mais je savais que c'était inutile. La bergerie était loin de la maison principale, et à cette heure-là, les employés étaient déjà partis. « Réfléchis, Marguerite, réfléchis » murmurai-je pour moi-même, frottant mes mains pour les garder au chaud. « Tu es institutrice. Tu as enseigné l'histoire des survivants dans des conditions extrêmes. Comment ont-ils fait ?» C'est alors que je me souvins des leçons que je donnais sur les expéditions polaires. L'isolation thermique était la clé de la survie. Je regardais les rouleaux de film plastique à bulles dans le coin du congélateur. Et j'eus une idée. Avec les doigts déjà douloureux à cause du froid, je commençai à dérouler le film plastique à bulles, l'enroulant d'abord autour de mon torse, puis sur les jambes, les bras et finalement sur la tête, ne laissant qu'une petite ouverture pour respirer, couche après couche, comme une momie moderne s'emballant pour survivre. Le film plastique à bulles, avec ses petites poches d'air, fonctionnait comme un isolant, créant une barrière entre mon corps et l'air glacé. Ce n'était pas parfait, je sentais encore le froid pénétrant, mais cela réduisait significativement la perte de chaleur corporelle. Ensuite, je cherchais l'endroit le moins froid du congélateur. Je me souvins d'une autre leçon de physique, l'air froid tend à s'accumuler dans la partie inférieure. Utilisant les caisses en plastique, j'improvisai une petite plateforme pour m'asseoir, me maintenant quelques centimètres au-dessus du sol métallique glacé. Et alors, commença le combat pour ma vie. Les heures passaient avec une lenteur atroce. Le froid pénétrait lentement à travers les couches de film plastique à bulles, et j'alternais entre des périodes d'activité, bougeant les bras et les jambes pour générer de la chaleur, et des moments de repos pour conserver l'énergie, pour maintenir mon esprit en fonctionnement et éviter de m'endormir, ce qui aurait été fatal. Je commençais à réciter mentalement les noms de tous mes élèves au cours de 40 ans d'enseignement. Marie-Claire de la classe de 1975, Pierre-Louis de la classe de 1976, Sylvie de la classe de 1975. C'était un exercice mental qui exigeait de la concentration et me gardait alerte. Quand je finissais une liste, j'en commençais une autre. Capitale de pays, dates historiques importantes, ingrédients de recettes que j'avais l'habitude de faire, n'importe quoi pour maintenir le cerveau actif. Mais le froid était implacable. Au fil des heures, je sentais mes pensées devenir nébuleuses, mes mouvements plus lents. Je savais que l'hypothermie progressait.
Mes membres devenaient de plus en plus rigides et une torpeur dangereuse commençait à m'envelopper, m'invitant simplement à fermer les yeux et me reposer. « Ne dors pas, Marguerite, » me répétais-je. « Si tu dors, tu ne te réveilleras plus. » Pour rester éveillé, je commençais à parler à voix haute, racontant des histoires, chantant, priant. Le son de ma propre voix dans le silence sépulcral du congélateur était réconfortant, même si elle sortait de plus en plus faible et traînante. À un moment, pendant cette longue nuit, je commençais à avoir des hallucinations, un effet commun de l'hypothermie avancée. Je vis Henri assis à côté de moi, souriant tranquillement, disant que tout irait bien. Je vis mes parents, décédés depuis tant d'années, me faisant signe depuis un champ ensoleillé. Je vis mes élèves redevenus enfants, courant dans la cour de l'école. Mais au milieu du délire, une partie de mon esprit restait assez lucide pour me rappeler que ce n'était pas réel, que je devais continuer à lutter. C'est pendant un de ces moments de clarté que je remarquai quelque chose d'étrange dans la porte du congélateur. Un petit éclat métallique que je n'avais pas vu avant, me traînant difficilement jusque-là, je réalisais que c'était un petit défaut dans le mécanisme d'étanchéité, une vis légèrement desserrée qui créait une infime ouverture. Avec les doigts presque sans sensibilité, je commençai à travailler sur cette vis, utilisant une petite pièce métallique que je trouvais dans une des caisses. Ce fut un travail lent et douloureux. Chaque mouvement exigeait un effort énorme, et plusieurs fois je dus m'arrêter pour récupérer de la chaleur dans mes mains. Les heures s'éternisaient, et je continuais mon travail minutieux sur la porte. Je n'avais aucune idée de combien de temps s'était écoulé. Cela pouvait être 6 heures ou 16. Ma perception du temps était complètement déformée par le froid et l'épuisement. Alors, quelque chose d'extraordinaire arriva. Après ce qui sembla une éternité à travailler sur ce mécanisme, j'entendis un petit clic. La vis s'était complètement desserrée et maintenant je pouvais voir une petite ouverture dans le système de fermeture. Insérant mes doigts engourdis dans cet espace, je réussis à pousser un petit levier interne. La porte ne s'ouvrit pas complètement. Le système de sécurité extérieur était encore activé, mais je réussis à créer une fente de quelques centimètres. Immédiatement, un filet d'air moins glacial entra dans le congélateur, apportant avec lui un souffle d'espoir. Cette petite ouverture n'était pas suffisante pour que je puisse m'échapper, mais elle changeait complètement l'équilibre thermique à l'intérieur du congélateur. La température commença à monter lentement, encore dangereusement basse, mais plus mortellement froide. Avec une énergie renouvelée, je positionnai mon visage près de la fente, respirant l'air relativement plus chaud de la bergerie. C'est alors que j'entendis un son qui fit bondir mon cœur, des pas. Quelqu'un était dans la bergerie. Rassemblant toutes mes forces, je poussai un cri étouffé. « Au secours, je suis là-dedans !» Les pas s'arrêtèrent, puis s'approchèrent rapidement de la porte du congélateur. « Madame Marguerite ?» C'était la voix de Solange, notre employée de maison. « Mon Dieu, c'est vous là-dedans !»« Solange !» réussis-je à crier, ma voix faible à cause du froid et de l'épuisement. La porte est verrouillée, de l'extérieur. J'entendis Solange lutter avec le mécanisme extérieur. « C'est bloqué, je vais chercher de l'aide. »« Non !» criai-je avec le peu de force qui me restait. « Camille, Julien, c'était eux !» À travers la petite fente, je vis le visage de Solange apparaître, ses yeux écarquillés d'horreur en me voyant. « Mon Dieu, Madame Marguerite, qu'est-ce qu'ils vous ont fait ?» Téléphone, Maître Rousseau, gendarmerie. Réussis-je à dire avant qu'une vague de vertige me frappe. Ce qui s'est passé dans les heures qui suivirent reste encore un peu confus dans ma mémoire. Je me souviens de Solange me parlant constamment à travers la fente, me gardant éveillé pendant que nous attendions les secours. Je me souviens du bruit de la porte finalement ouverte, du choc sur les visages des secouristes qui me trouvèrent enveloppé dans du film plastique à bulles, semi-consciente. Je me souviens vaguement d'être porté dehors, de la chaleur qui revenait graduellement dans mon corps
pendant le transport vers l'hôpital. Des voix urgentes des médecins commentant mon état d'hypothermie sévère, ce qui resta parfaitement clair dans ma mémoire. Cependant, fut le moment où maître Rousseau entra dans ma chambre d'hôpital le lendemain, apportant avec lui un ordinateur portable. « Madame Marguerite, dit-il avec un mélange de soulagement et d'indignation, vous êtes la femme la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Et grâce à votre prévoyance, nous avons tout enregistré. » Il tourna l'ordinateur portable pour que je puisse voir. Sur l'écran, les images des caméras de surveillance montraient clairement Camille et Julien m'enfermant dans le congélateur. L'audio capté par l'enregistreur que j'avais activé avait parfaitement enregistré leurs paroles incriminantes. La vieille confuse qui est entrée dans le congélateur et n'a pas réussi à sortir. Mais le plus choquant était à venir. Maître Rousseau diffusa les images des caméras installées dans la maison, montrant Camille et Julien célébrant avec du champagne seulement 2 heures après m'avoir enfermé pour mourir. « Combien de temps avant d'être sûr ?» demandait Camille, levant sa coupe pour trinquer. Le médecin que j'ai consulté a dit qu'à moins 25 degrés sans protection adéquate, une personne de son âge ne tient pas plus de 3 heures, répondait Julien en souriant. Le lendemain matin, quand Solange arrivera, nous dirons que nous ne savons pas où elle est. Quand nous trouverons finalement le corps dans le congélateur, ce ne sera qu'un tragique accident. La pauvre Madame Marguerite, déjà confuse à cause de l'âge, est entrée dans le congélateur et n'a pas réussi à sortir. Et alors, continuait ma fille avec un sourire que je n'oublierai jamais, comme seule héritière, je reçois tout. La maison, la propriété, les comptes en banque, et personne ne soupçonnera jamais rien. Regarder ces images fut comme recevoir un coup de poignard au cœur. Voir ma propre fille, que j'avais portée dans mon ventre, que j'avais allaitée, à qui j'avais appris les premiers pas, célébrer ma mort imminente. Il n'y a pas de mots pour décrire cette douleur. Les larmes coulaient sur mon visage, pendant que maître Rousseau tenait ma main. « Nous avons déjà alerté la gendarmerie, » dit-il doucement. « Ils ont été arrêtés ce matin. Je sais que beaucoup d'entre vous qui regardez peuvent connaître quelqu'un en situation de vulnérabilité. S'il vous plaît, ne cessez pas de regarder jusqu'à la fin. Ce que je vais partager peut aider à sauver des vies. Et si vous n'avez pas encore mis un like, faites-le maintenant pour que ce message atteigne plus de personnes qui ont besoin d'entendre parler des signaux de danger que j'ai ignorés trop longtemps. J'ai passé une semaine à l'hôpital, traitant les effets de l'hypothermie sévère. Les médecins ont dit que c'était un vrai miracle que j'ai survécu. Une dame de 73 ans passer 18 heures à des températures négatives et survivre, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu dans ma carrière, commenta le docteur Bernard, spécialiste en hypothermie qui était venu de Lyon spécialement pour suivre mon cas. L'équipe médicale fut impressionnée par ma stratégie de survie. Le film Plasticabule fut brillant, expliqua le docteur Bernard pendant une visite. Il a créé des poches d'air isolants qui ont significativement réduit la perte de chaleur corporelle. Et rester éveillé en récitant des noms et en effectuant des mouvements périodiques furent exactement les bonnes mesures. Beaucoup de personnes jeunes et fortes auraient succombé dans ces conditions. Je ne me sentais ni brillante ni courageuse, je me sentais trahie, dévastée et par-dessus tout coupable. Comment n'ai-je pas perçu ce qui se passait? Comment n'ai-je pas vu les signes? Comment n'ai-je pu élever une fille capable d'une telle cruauté? Solange me rendait visite tous les jours, apportant des fleurs de mon jardin de roses. C'est elle qui remarqua mon absence ce matin-là, et se souvenant de mes instructions, commença immédiatement à me chercher. Quelque chose me disait que vous étiez dans la nouvelle bergerie, raconta-t-elle. Quand je me suis approchée, j'ai entendu un bruit faible venant du congélateur. C'est Dieu qui m'a guidée jusque-là, Madame Marguerite. Ce fut aussi Solange qui me tenait informée de ce qui se passait en dehors de l'hôpital. Camille et Julien étaient en détention préventive, accusés de tentative d'homicide avec préméditation. Les preuves étaient incontestables. Les enregistrements audio,
les images des caméras de surveillance, mon journal détaillant tous les comportements suspects et même les résultats d'examens toxicologiques qui avaient détecté des sédatifs dans la tisane que Camille me servait. L'affaire attira rapidement l'attention des médias locaux puis nationaux. Fille et petite amie tente de tuer mère dans congélateur industriel pour héritage, annonçaient les gros titres. Je refusais de voir les journaux télévisés ou de lire les journaux. Je ne supportais pas de voir la photo de Camille associée à des mots comme assassin et monstre. Malgré tout, c'était encore ma fille. Dans la 2e semaine après l'incident, encore en convalescence, je reçus la visite du capitaine de gendarmerie responsable de l'affaire. Un homme d'âge mûr, avec des yeux bienveillants qui contrastaient avec sa posture formelle. « Madame Marguerite », commença-t-il, s'asseyant à côté de mon lit. « Je vous prie de m'excuser de vous déranger pendant votre convalescence, mais nous avons besoin de votre déposition officielle. Pendant 2 heures, j'ai tout raconté. L'apparition soudaine de Julien dans la vie de Camille, les changements dans le comportement de ma fille, les questions indiscrètes sur le patrimoine, les tentatives de me faire déménager dans la maison du garde-chasse, et finalement, le jour terrible où j'ai été enfermée dans le congélateur. » Le capitaine écoutait attentivement, prenant des notes occasionnelles. Quand j'eus terminé, il resta silencieux quelques instants. « Souhaiteriez-vous parler avec votre fille ?» demanda-t-il finalement. La question me prit par surprise. « Elle veut me voir. » Elle le demande avec insistance depuis qu'elle a été arrêtée. Je sentis mon cœur se serrer. Malgré tout, une partie de moi aspirait à comprendre, à trouver quelque explication qui pourrait donner un sens à quelque chose d'aussi incompréhensible qu'une fille tentant de tuer sa propre mère. « Oui », répondis-je après une longue pause. « Je veux la voir. » La rencontre fut programmée pour la semaine suivante, quand je sortis de l'hôpital. Elle aurait lieu à la gendarmerie avec toutes les mesures de sécurité nécessaires. Maître Rousseau insista pour m'accompagner, inquiet de mon état émotionnel. Je n'oublierai jamais le moment où Camille entra dans la salle de visite de la gendarmerie. Vêtue de l'uniforme orange de la prison, sans maquillage, les cheveux en désordre, elle paraissait beaucoup plus âgée et abattue que ses 42 ans. Nos regards se croisèrent et pendant un instant, je vis un éclair de la petite fille que j'avais un jour bercée dans mes bras. « Maman », dit-elle d'une voix tremblante, s'asseyant en face de moi, séparée par une simple table en métal. Un garde restait dans le coin de la pièce, vigilant. « Pourquoi, Camille ?» C'est tout ce que je réussis à dire, les mots sortant comme un murmure douloureux. Elle baissa le regard, le fixant sur ses propres mains menottées. « Je ne sais pas, les choses ont simplement mal tourné. »« Mal tourné ?» répétai-je, incrédule. « Tu m'as enfermée dans un congélateur pour mourir, ta propre mère. »« C'était l'idée de Julien, » répondit-elle rapidement. « Il m'a convaincue que c'était le seul moyen. Il disait que tu n'accepterais jamais de nous passer le contrôle de la propriété, que tu deviendrais de plus en plus sénile et finirais par tout perdre. Il avait des projets, maman, de grands projets pour transformer la ferme en entreprise lucrative. Et cela justifie un meurtre ?» Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Camille. « Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'était progressif. D'abord, nous avons parlé de te convaincre de tout mettre à mon nom, ensuite d'obtenir une déclaration d'incapacité. Le congélateur devait être juste un plan B, quelque chose qu'on n'utiliserait jamais vraiment. Mais vous l'avez utilisé. Julien m'a convaincu que ce serait rapide, que tu ne souffrirais même pas, que ce serait comme s'endormir et ne plus se réveiller. » Je regardais cette étrangère en face de moi, essayant de reconnaître la fille que j'avais élevée. « Et tu as cru ça ? Que t'enfermer à des températures négatives serait une mort paisible et sans douleur ?» Elle ne répondit pas, elle ne fit que pleurer plus intensément. « Qu'est-ce qui t'est arrivé, Camille ? À quel moment ma fille s'est-elle transformée en quelqu'un capable de ça ?» Entre les sanglots, elle commença à parler de sa vie à Paris avant de rencontrer Julien,
les dettes accumulées par un style de vie qu'elle ne pouvait pas assumer, l'appartement financé qu'elle était sur le point de perdre, le désespoir de voir des collègues plus jeunes prospérer tandis qu'elle luttait pour maintenir les apparences. Puis Julien est apparu, continua-t-elle, si confiant, si plein d'idées. Il disait qu'il avait de l'expérience pour aider les familles à organiser leur patrimoine, à maximiser leurs profits. Quand j'ai mentionné que ma mère avait une propriété rurale de valeur significative, il s'est immédiatement intéressé. Intéressé par moi ou par ce que je possède ? Demandai-je amèrement. Camille eut la décence de paraître honteuse. Au début, je pense qu'il m'aimait vraiment, mais avec le temps, c'est devenu clair que c'était la propriété qu'il voulait. Et tu étais prête à sacrifier ta propre mère pour ça. Je ne voyais pas ça comme ça à l'époque, murmura-t-elle. Il avait une façon de déformer les choses, de faire paraître qu'on ne faisait que te libérer d'une responsabilité que tu ne pouvais plus gérer. Me libérer par la mort. Le silence qui suivit fut lourd, chargé de décennies d'histoires partagées, et maintenant irrémédiablement brisé. Tu sais ce qui est le plus triste, Camille ? Dis-je finalement. Si tu étais venue me voir, si tu m'avais parlé de tes difficultés financières, je t'aurais aidé. J'aurais fait n'importe quoi pour toi. J'ai toujours fait. Elle leva le regard, ses yeux rouges rencontrant les miens. Je sais, maman, et c'est ça qui rend tout encore plus impardonnable. Notre conversation se termina peu après. Quand je me levai pour partir, Camille demanda à voix basse. « Vas-tu témoigner contre moi au tribunal ?» Je m'arrêtai à la porte sans me retourner. « Je vais dire la vérité, Camille. C'est le minimum que je me dois. » Le procès fut programmé pour 3 mois plus tard. Pendant cette période, avec l'aide de maître Rousseau et de Solange, j'essayais de reprendre ma vie dans la propriété. Mais je ne me sentais plus en sécurité dans cette maison pleine de souvenirs. La bergerie avec le congélateur industriel fut interdite d'accès dans le cadre de l'enquête. Mais même ainsi, je faisais un grand détour pour ne pas passer près. Je commençais à avoir des cauchemars récurrents où j'étais à nouveau enfermé dans le congélateur, mais cette fois sans réussir à trouver le film plastique à bulles, sentant le froid me consumer lentement. Je me réveillais en criant, baigné de sueur, malgré les nuits douces du Berry. Maître Rousseau suggéra que je considère vendre la propriété et déménager en ville, où je pourrais être plus proche des ressources médicales et d'une communauté qui pourrait me soutenir. « Vous n'avez pas besoin de porter seul ce fardeau, » dit-il avec gentillesse. L'idée de quitter l'endroit où j'avais vécu pendant plus de 50 ans, où j'avais élevé Camille, où je gardais les souvenirs d'Henri, semblait impensable au début, mais à mesure que la date du procès approchait, je commençais à reconsidérer. Peut-être qu'un nouveau départ était exactement ce dont j'avais besoin. Le jour du procès arriva avec un ciel gris qui s'accordait à mon état d'esprit. Le tribunal était bondé, non seulement de journalistes et de curieux, mais aussi d'anciens élèves, de voisins et d'amis, qui étaient maintenant venus témoigner leur solidarité. Quand j'entrai dans le tribunal, appuyé sur une canne, une séquelle de l'hypothermie fut une arthrite qui s'aggrava significativement. Je sentis tous les regards tournés vers moi. Beaucoup semblaient surpris de me voir. Ils s'attendaient peut-être à une ancienne fragile et abattue, pas la femme déterminée que je m'efforçais de paraître. Mais la vraie épreuve vint quand je fus appelé à témoigner, monté à la barre des témoins et juré de dire la vérité sur ma propre fille, fut une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites dans ma vie. Le procureur me conduisit gentiment à travers le récit des événements, depuis l'apparition de Julien dans la vie de Camille, jusqu'au moment terrifiant dans le congélateur. La défense tenta de créer un récit selon lequel j'étais confuse, que j'étais peut-être entrée dans le congélateur de mon propre chef, qu'il y avait des malentendus et des exagérations dans mes accusations. Mais alors vint le moment qui changea tout. Le procureur demanda la diffusion des enregistrements. D'abord, l'audio capté par le petit enregistreur que j'avais mis dans ma poche avant d'entrer dans le congélateur. La voix claire de Camille. « Je suis désolée, maman. C'est mieux comme ça.
Ça va être rapide, je te promets. Dans quelques heures, tout sera fini et tu ne sentiras pas la douleur. » Ensuite, les images des caméras de surveillance. Camille et Julien m'enfermant délibérément dans le congélateur. Les deux sortant de la bergerie, main dans la main, tandis que je restais derrière, condamné à ce qui devait être une mort certaine. Et finalement, la scène dans le salon de la maison principale, des heures plus tard, quand ils trinquaient au champagne pendant que je luttais pour survivre. Un silence sépulcral s'empara du tribunal. Je vis des jurés se couvrir la bouche avec les mains, choqués. Une femme au premier rang pleurait silencieusement. Le juge, un homme à l'expression normalement impassible, semblait visiblement perturbé. Je regardais Camille. Elle gardait la tête baissée, incapable d'affronter les images de son propre crime. Julien, au contraire, maintenait une expression arrogante, comme s'il ne croyait toujours pas qu'il serait condamné. Quand les lumières se rallumèrent après la diffusion des enregistrements, le procureur s'approcha de moi. « Madame Dubois-Moreau, comment avez-vous réussi à survivre pendant 18 heures dans ces conditions extrêmes ?» Je respirais profondément et racontais le film plastique à bulles, les techniques de survie que je connaissais de mes cours d'histoire, la détermination de ne pas mourir de cette manière et de ne pas permettre que ma mort bénéficie à ceux qui m'avaient trahi. « Et pourquoi pensez-vous que votre fille et son petit ami ont fait cela ?» fut la dernière question du procureur. Je regardais directement Camille avant de répondre. « Par cupidité. La cupidité est un poison qui corrompt même les liens les plus sacrés. Il ne voulait pas seulement mes biens, il les voulait rapidement, sans l'inconvénient d'attendre ma mort naturelle. » L'avocat de la défense tenta, dans son interrogatoire, de peindre Julien comme le manipulateur et Camille comme une victime de son influence. Il tenta de suggérer que moi, à mon âge avancé, je n'étais peut-être plus apte à gérer adéquatement le patrimoine familial. Il insinua que j'avais peut-être été excessivement contrôlante avec ma fille au cours de sa vie, provoquant un ressentiment profond. Je restais calme, répondant à chaque provocation avec la dignité qui me restait. « Maître, dis-je finalement, je me suis déjà assez culpabilisé, essayant de comprendre où j'avais échoué dans l'éducation de ma fille. Mais au final, nous sommes tous des adultes responsables de nos choix. Et le choix d'enfermer une personne de 73 ans dans un congélateur à moins 25 degrés était une tentative d'homicide, pas une demande désespérée d'indépendance financière. Quand je pus finalement quitter la barre des témoins, je me sentais épuisé, comme si j'avais couru un marathon. Maître Rousseau m'aida à retourner à ma place, murmurant des mots d'encouragement. Dans les jours qui suivirent, le tribunal entendit d'autres témoins. Solange, les techniciens qui avaient installé le congélateur, les médecins qui m'avaient soigné, des spécialistes en hypothermie qui expliquèrent en détails scientifiques combien ma survie était improbable. Et finalement, Julien et Camille eurent leur chance de témoigner. Julien choisit un chemin prévisible. Il nia toute intention homicide, prétendant que le congélateur était vraiment pour usage commercial et que ma présence à l'intérieur était un malheureux accident. Quand il fut confronté aux enregistrements, il prétendit qu'il ne faisait que suivre le jeu de Camille, qui selon lui était la vraie instigatrice du plan. Le témoignage de Camille, cependant, me surprit. Elle n'essaya pas de nier sa culpabilité ou de la transférer à Julien. Au lieu de cela, elle admit tout, détaillant comment le plan avait été élaboré sur plusieurs semaines. Au début, quand Julien suggéra que nous devrions nous débarrasser de ma mère, j'étais horrifiée, témoigna-t-elle, la voix tremblante. Mais il avait une façon de normaliser l'impensable, de faire paraître raisonnable quelque chose de monstrueux. Elle a déjà vécu une vie complète, disait-il. Elle est seule, souvent confuse. Ce serait lui rendre service que de la libérer. Elle décrivit comment, graduellement, elle fut convaincue de la nécessité d'agir. Comment Julien rechercha des méthodes qui sembleraient des accidents naturels ou des morts par cause médicale. Comment le congélateur industriel émergea comme la solution parfaite
une mort par hypothermie qui serait facilement attribuée à un accident. Je savais que c'était mal, conclut Camille, les larmes coulant sur son visage. Chaque cellule de mon corps le savait, mais j'ai continué quand même. Il n'y a aucune excuse pour ce que j'ai fait. Je mérite toute punition que ce tribunal déterminera. Le dernier jour du procès, avant la délibération des jurés, le juge me demanda si je souhaitais faire une déclaration finale. Je n'avais pas prévu de parler à nouveau, mais quelque chose en moi sentait le besoin de clore ce chapitre douloureux avec mes propres mots. Avec difficulté, je me levai et regardai directement les jurés. Je ne suis pas ici aujourd'hui pour demander vengeance, commençai-je, ma voix plus forte que je ne l'espérais. Je suis ici cherchant justice et par-dessus tout, compréhension. Compréhension de comment nous pouvons élever des enfants avec des valeurs si distordues que la vie humaine, spécialement celle de qui leur a donné la vie, vaut moins que des biens matériels. Je fis une pause, regardant brièvement Camille, qui gardait la tête baissée. Le congélateur dans lequel j'ai été enfermée n'était pas le seul endroit froid dans cette histoire. Il y a un gel moral beaucoup plus profond et dangereux, celui de l'empathie, de la compassion, des valeurs familiales. En tant que société, nous devons nous demander quel type d'avenir nous construisons quand la valeur d'une personne peut être réduite à ce qu'elle possède matériellement. Je me tournai à nouveau vers les jurés. J'ai survécu 18 heures à moins 25 degrés, non seulement grâce aux films plastiques à bulles ou aux techniques de survie que je connaissais. J'ai survécu parce que j'avais un objectif, être ici aujourd'hui, devant vous, pour m'assurer que des histoires comme la mienne servent d'avertissement, pour que d'autres enfants réfléchissent à 2 fois avant de trahir la confiance de leurs parents âgés, pour que d'autres personnes âgées soient attentives aux signes d'abus et de manipulation. Ma voix faiblit un instant, mais je retrouvai ma contenance pour conclure. Indépendamment de la sentence que vous déterminerez, sachez que ma plus grande punition a déjà été imposée. Vivre avec la connaissance que j'ai élevé une fille capable d'une telle cruauté. C'est une sentence à vie que je porterai jusqu'à mon dernier jour. Quand je m'assis, le silence dans le tribunal était absolu. Je vis des larmes dans les yeux de plusieurs jurés. Le juge fit une pause plus longue qu'à l'habitude avant d'envoyer les jurés délibérer. Ils ne prirent que 3 heures pour revenir avec le verdict, coupable. Tant Camille que Julien furent condamnés pour tentative d'homicide avec préméditation, avec les circonstances aggravantes de motifs vils, cupidité, moyens cruels, congélateur industriel, et contre-ascendant dans le cas de Camille. Julien reçut 22 ans de réclusion, Camille 18 ans. Quand le juge prononça la sentence, je ne pus regarder ma fille. Au lieu de cela, je fixai mes mains ridées, ces mêmes mains qui l'avaient un jour bercée, qui avaient séché ses larmes d'enfant, qui avaient applaudi ses réussites scolaires. Les mêmes mains qui, des décennies plus tard, lutteraient désespérément pour desserrer une vis à l'intérieur d'un congélateur industriel, dans une bataille littérale pour la survie. Si vous suivez cette histoire et vous souciez de la protection des droits des personnes âgées, mettez un like et laissez un commentaire. Votre interaction aide à diffuser ce message important à ceux qui en ont le plus besoin. Les signaux que j'ai ignorés auraient aimé pu être perçus bien avant si j'avais su quoi chercher. Partager est une forme de prévention. Après le procès, je rentrai chez moi ressentant un vide immense. Justice avait été rendue, mais cela ne comblait pas l'absence laissée par la trahison de Camille. La propriété qui paraissait si vivante avant résonnait maintenant de souvenirs douloureux. Chaque pièce, chaque objet me rappelait des moments partagés en famille, des moments qui semblaient maintenant appartenir à une vie qui n'était plus la mienne. Maître Rousseau, toujours attentionné, me rendait visite régulièrement pour vérifier mon état et aider avec les questions juridiques. Ce fut lors d'une de ces visites que je pris une décision qui changerait le cours de ma vie. « Je veux vendre la propriété », annonçai-je pendant que nous nous promenions dans le jardin de roses. Cet endroit ne m'apporte plus la paix.
Maître Rousseau acquiesça avec compréhension. « Je comprends parfaitement, Madame Marguerite. Je peux vous aider avec les démarches nécessaires. Avez-vous une idée de où vous aimeriez déménager ?»« Je pense acheter un appartement à Bourges, » répondis-je. « Pas très grand, juste ce qu'il faut pour moi et mes souvenirs qui valaient la peine d'être préservés. Je veux être près des ressources médicales, mais surtout, je veux un nouveau départ. » « Et qu'en est-il des employés de la ferme ?» C'était une préoccupation légitime. Certaines de ces personnes travaillaient pour notre famille depuis des décennies. Je vais garantir une compensation équitable pour tous, et je veux offrir à Solange la maison du garde-chasse et un morceau de la propriété. Elle et son mari ont toujours rêvé d'avoir leur propre exploitation. Dans les mois qui suivirent, je m'occupais des préparatifs pour ce grand changement. La propriété fut vendue à une coopérative de producteurs locaux, une décision qui me plut, car cela signifiait que l'héritage productif d'Henri continuerait, même si ce n'était plus sous notre nom familial. Solange et son mari acceptèrent avec des larmes de gratitude mon offre de la maison du garde-chasse et de 2 hectares de terre. Pendant que j'organisais le déménagement, séparant ce que j'emmènerais dans ma nouvelle vie et ce que je laisserais derrière, je me surprenais souvent à réfléchir sur comment nous en étions arrivés là. Comment ma fille unique, qui fut un jour un enfant doux et rieur, s'était-elle transformée en quelqu'un capable d'une telle cruauté? Où avais-je si profondément échoué comme mère? Un après-midi, en triant de vieilles photographies, je trouvai un album avec des photos de Camille enfant. Sur l'une d'elles, elle avait environ 6 ans et souriait largement, montrant l'absence de ses dents de devant, tenant fièrement un dessin qu'elle avait fait à l'école. Le dessin montrait 3 silhouettes en bâton, elle, moi et Henri, se tenant par la main sous un grand soleil jaune. « Ma famille heureuse », disait la légende en lettres enfantines maladroites. Je m'assis dans la chaise la plus proche, sentant le poids de cette image. Où était cette petite fille maintenant? À quel moment avait-elle disparu, laissant place à la femme qui avait froidement planifié ma mort? Il n'y avait pas de réponse simple, bien sûr, aucune explication unique qui pourrait donner un sens à cette transformation. C'était peut-être une combinaison de facteurs, la personnalité matérialiste qu'elle avait toujours montrée même enfant, l'influence manipulatrice de Julien, la pression d'une société qui valorise l'avoir au-dessus de l'être, mes propres défaillances comme mère, donnant peut-être plus d'importance au travail et aux responsabilités qu'aux connexions émotionnelles. Je gardais la photo dans ma poche. C'était un souvenir que, même dans les histoires les plus sombres, il y avait eu des moments de lumière. 2 semaines avant le déménagement, je reçus une lettre de la prison pour femmes où Camille purgeait sa peine. Pendant un moment, je considérais ne pas l'ouvrir. Qu'y aurait-il de plus à dire? Mais la curiosité et ce lien maternel éternel, aussi endommagés soient-ils, me firent déchirer l'enveloppe. « Chère maman », commençait la lettre, l'écriture si familière, cette même écriture arrondie que j'avais aidé à perfectionner pendant les devoirs de l'enfance. Je ne sais pas si un jour tu liras ces mots, et je ne t'en voudrais pas si tu choisissais de jeter cette lettre sans l'ouvrir. Mais j'ai besoin d'écrire quand même, comme partie de mon processus d'assumer la totale responsabilité de mes actes. D'abord, je veux que tu saches que je ne cherche pas le pardon ou la réduction de peine. La sentence que j'ai reçue était juste et nécessaire. Ce que j'ai fait est impardonnable, et j'en ai pleine conscience. Depuis que je suis ici, je participe à des séances de thérapie qui m'ont amené à affronter des vérités douloureuses sur moi-même. La plus difficile d'entre elles est de reconnaître que je ne peux pas blâmer seulement Julien pour la monstruosité que j'ai commise. Il fut un catalyseur, oui, mais les graines de la cupidité et de l'égoïsme existaient déjà en moi bien avant de le rencontrer. Toi et papa m'avaient tout donné, amour, éducation, valeurs, opportunités. Il n'y a jamais eu d'excuse ou de justification pour que je valorise des biens matériels au-dessus de ta vie. Cette distorsion morale est entièrement mienne, un défaut de caractère que je dois affronter tous les jours. Dans l'obscurité de cette cellule, j'ai du temps en abondance pour penser aux choix que j'ai faits.
Je me demande constamment si j'avais obtenu ce que je voulais, si tu étais morte dans ce congélateur, aurais-je trouvé un bonheur quelconque en profitant de l'héritage? Ou la culpabilité serait-elle devenue ma propre prison bien avant les barreaux réels qui m'entourent maintenant? Maman, je n'attends pas ton pardon. Je ne le demande même pas. Je voulais seulement que tu saches que, malgré tous mes terribles défauts, il existe encore en moi la capacité de ressentir des remords, et que ta survie, bien qu'elle m'ait amené dans cette prison, fut le plus grand cadeau que je pouvais recevoir. La chance d'affronter ce que j'ai fait, et peut-être, un jour, devenir une personne digne du sacrifice immense que toi et papa avez fait pour m'élever. Avec un profond repentir, Camille. Les larmes embuaient ma vision pendant que je lisais. Ce n'étaient pas des larmes de pardon. Ce sentiment semblait encore trop distant, mais d'une reconnaissance douloureuse. D'une certaine façon, à un certain niveau, il existait encore un fil ténu connectant cette petite fille souriante de la photographie à la femme maintenant confinée dans une cellule. Je gardai la lettre avec la photo. Je ne répondis pas immédiatement. J'avais besoin de temps pour traiter ces mots, pour comprendre mes propres sentiments complexes d'amour maternel qui persistaient malgré la trahison impensable, de colère justifiée, de regret pour ce qui aurait pu être. Le déménagement à Bourges eut lieu par une journée ensoleillée d'automne. Je choisis un appartement au 4e étage d'un immeuble avec ascenseur, balcon spacieux et vue sur une place arborée. L'espace était beaucoup plus petit que la maison de la ferme, bien sûr, mais suffisant pour ma nouvelle vie. Je n'apportais que ce qui importait vraiment, quelques meubles avec valeur sentimentale, des livres, des photographies, incluant, oui, quelques-unes de Camille enfant, et des boutures de mes roses les plus précieuses, que je replantais dans de grands pots sur le balcon. Solange pleura le jour de mon départ. « Vous allez nous rendre visite, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle en m'embrassant. Je promis que oui, bien que je sache qu'il serait difficile de retourner dans cet endroit, chargé de tant de souvenirs douloureux. Les premiers mois en ville furent d'adaptation. À 73 ans, il n'est pas facile de recommencer dans un environnement complètement nouveau. Mais petit à petit, je construisis une nouvelle routine. Promenade matinale dans la place, cours d'aquarelle à la Maison de la Culture municipale, participation à un club de lecture à la bibliothèque publique. Je cherchais aussi une aide professionnelle, une psychologue spécialisée en trauma et deuil, pour traiter tout ce que j'avais vécu. Dr Carmen, avec son approche douce mais directe, m'aida à comprendre que je n'étais pas coupable de ce que Camille avait fait, que le libre arbitre de ma fille n'était pas ma responsabilité. Vous l'avez élevée, éduquée, donné amour et valeur, disait Dr Carmen. Mais au final, les choix furent les siens, et les choix ont des conséquences. Ce fut pendant ces séances de thérapie que je commençais à considérer la possibilité d'utiliser mon expérience traumatique pour aider d'autres personnes âgées en situation de vulnérabilité. L'affaire avait reçu beaucoup d'attention des médias, et je réalisais que j'avais une plateforme, une voix qui pourrait être entendue. 6 mois après mon déménagement, je reçus une invitation pour parler dans un séminaire sur les droits des personnes âgées à l'université locale. Au début, j'hésitais. Exposer mon histoire personnelle en public serait rouvrir des blessures qui commençaient à peine à cicatriser. Mais quelque chose en moi, peut-être cette même force qui m'avait maintenu en vie dans le congélateur, me disait que c'était le bon chemin à suivre. Le jour de la conférence, l'auditorium était bondé. Professeurs, étudiants, professionnels du domaine de l'assistance sociale et beaucoup de personnes âgées comme moi, tous attentifs pendant que je narrais, d'une voix ferme malgré l'émotion, mon expérience. Je parlais des signaux d'alarme que j'avais ignorés, l'apparition soudaine d'un étranger intéressé par notre patrimoine, les changements dans le comportement de ma fille, les tentatives de m'isoler et de contrôler mes médicaments, les conversations interrompues abruptement quand j'entrais dans la pièce. Aucun de nous ne veut croire que nos propres enfants, ceux que nous avons vus grandir et auxquels nous avons dédié nos vies, puissent nous voir comme un obstacle à éliminer,
dis-je au public silencieux. C'est pourquoi souvent nous laissons passer les premiers signes. Nous justifions des comportements préoccupants, nous donnons le bénéfice du doute quand notre instinct nous alerte déjà sur le danger. À mesure que je parlais, je percevais dans les regards de l'assistance que mon histoire faisait écho à des expériences personnelles. Certaines personnes âgées acquiesçaient en reconnaissance, d'autres essuyaient discrètement des larmes. Ce que j'ai appris de la manière la plus dure, continuai-je, c'est qu'aucun patrimoine ne vaut plus que notre sécurité et dignité, que nous devons prendre des mesures préventives pour nous protéger, même si cela signifie reconnaître des vérités douloureuses sur des personnes que nous aimons. Je partageais aussi des mesures pratiques, l'importance de maintenir des documents à jour et en main sûre, d'avoir un notaire de confiance, d'installer des caméras discrètes dans des environnements vulnérables, de maintenir un réseau de soutien au-delà de la famille immédiate, de faire des examens médicaux réguliers avec des médecins indépendants qui peuvent attester de notre capacité mentale. À la fin de la conférence, une file se forma avec des personnes voulant partager leurs propres histoires, poser des questions ou simplement me serrer la main dans un geste silencieux de solidarité. Je réalisais à ce moment que mon expérience, aussi traumatisante qu'elle ait été, avait un objectif plus grand que moi-même. C'est ainsi que naquit la Fondation Henri Dubois-Moreau, une organisation à but non lucratif dédiée à la protection et au soutien des personnes âgées vulnérables. Utilisant une partie significative de l'argent obtenu par la vente de la propriété, je créai une structure pour offrir assistance juridique gratuite, soutien psychologique et abri temporaire pour les personnes âgées en situation de risque ou victimes de violences familiales. La Fondation grandit rapidement, traitant des dizaines de cas dès sa première année. Chaque personne âgée que nous réussissions à aider à temps, avant que son cas n'arrive à un dénouement tragique comme le mien avait failli l'être, représentait une petite victoire personnelle pour moi. Par un après-midi de printemps, 2 ans après l'incident du congélateur, pendant que je travaillais au siège de la Fondation, je reçus un appel inattendu. C'était de la prison pour femmes. « Madame Marguerite, ici la directrice Moreau, de la prison pour femmes de l'État. Je vous appelle parce que votre fille, Camille Dubois-Moreau, a fait un malaise. Elle est à l'hôpital pénitentiaire et a demandé à vous voir. » Mon cœur s'accéléra. En 2 ans, je n'avais pas rendu visite à Camille une seule fois, bien que nous ayons échangé quelques lettres sporadiques. « Quelle est la gravité du cas ?» demandai-je d'une voix contrôlée. « C'est une appendicite aiguë. Elle a subi une chirurgie et est stable maintenant. Mais il y a eu des complications dues au retard dans le diagnostic. Les médecins recommandent un repos absolu pendant quelques semaines. »« Je comprends, » répondis-je, mon esprit un tourbillon d'émotions conflictuelles. « Dites-lui que j'irai demain. » Cette nuit-là, je dormis mal, pensant à la rencontre imminente. Que dirais-je à Camille? Que voulait-elle me dire? Serait-ce un moment de vraie réconciliation ou juste une autre manipulation? Le lendemain matin, je me rendis au complexe pénitentiaire en périphérie de la ville, un ensemble de bâtiments gris entourés de barbelés. Après les procédures de sécurité, je fus conduite à l'hôpital de l'établissement. Camille était dans une petite chambre individuelle, allongée sur un lit simple, relié à une perfusion. Elle semblait pâle et beaucoup plus maigre que dans mes souvenirs. Ses yeux s'ouvrirent quand j'entrai et pendant un instant, j'y vis la même expression de la petite fille qui courait un jour dans mes bras quand elle se blessait. « Maman, » chuchota-t-elle, sa voix faible, « tu es venue. »« Je suis venue, » répondis-je, m'asseyant sur la chaise à côté du lit. Je ne pris pas sa main, mais restai assez près pour que nous puissions parler sans que d'autres personnes entendent. « Je n'étais pas sûre que tu viendrais, » continua-t-elle. « Je ne t'en aurais pas voulu si tu n'étais pas venu. »« Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» demandai-je, évitant d'entrer immédiatement dans des eaux émotionnelles plus profondes. « Appendicite. J'ai ignoré les symptômes trop longtemps. Je pensais que c'était juste un mal de ventre ordinaire. » Elle fit une pause, respirant difficilement.
J'ai failli mourir. Quand je me suis réveillée de la chirurgie, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était toi. À ce que tu as dû ressentir dans le congélateur, sachant que tu pouvais mourir à tout moment. Je restais silencieuse, la laissant continuer. C'est étrange comme la proximité de la mort clarifie les pensées, continua-t-elle. J'ai réalisé que, si je mourais maintenant, la dernière grande marque que j'aurais laissée au monde serait la tentative d'assassiner ma propre mère. Quel terrible héritage! Sa voix flancha, et des larmes coulèrent sur son visage. Quelque chose en moi bougea. Ce n'était pas le pardon, pas encore, mais peut-être le début d'une compréhension plus profonde. J'ai entendu parler de la fondation que tu as créée, dit-elle après quelques moments. Ils ont un programme ici dans la pénitentiaire. Une bénévole vient donner des conférences sur les droits des personnes âgées. Elle a mentionné ton nom, dit que la fondation était inspirée par ton expérience. Oui, confirmai-je. J'ai essayé de transformer ce qui s'est passé en quelque chose de positif. Tu as toujours été comme ça, n'est-ce pas? Toujours trouvant un moyen de transformer les difficultés en opportunités. Je me souviens comment, après la mort de papa, tu as canalisé ta douleur vers des projets communautaires pour aider d'autres veuves. Je n'ai jamais eu cette force. Nous avons tous nos propres forces, Camille. La question est comment nous choisissons de les utiliser. Nous restâmes silencieuses pendant quelques minutes, absorbant l'étrange intimité de ce moment. Une mère et une fille séparées, non seulement par les barreaux de la prison, mais par l'abîme de trahison qui existait entre nous. J'ai beaucoup réfléchi, reprit Camille, à ce que je pourrais faire pour essayer de réparer au moins une fraction du mal que j'ai causé. Pas à toi personnellement. Je sais que certaines choses ne peuvent pas être réparées, mais au monde en général. Elle s'ajusta dans le lit, semblant mal à l'aise. J'ai commencé à étudier le droit ici en prison. Il y a un programme d'éducation à distance pour les détenus. Je veux me spécialiser dans les droits des personnes âgées. Je la regardai, surprise. C'est un chemin long et difficile, commentai-je. J'ai le temps, répondit-elle, avec un petit sourire triste. 16 ans, pour être exact, s'il n'y a pas de réduction de peine. Et même quand je sortirai d'ici, je sais que je ne pourrai jamais effacer ce que j'ai fait. Mais peut-être pourrais-je aider d'autres personnes à ne pas commettre les mêmes erreurs. J'acquiesçai lentement. C'est un objectif noble. Je ne demande pas que tu me voies à nouveau comme ta fille ou que tu me pardonnes, se hâta de clarifier Camille. Je voulais juste que tu saches que j'essaie de trouver un sens dans le vide que j'ai créé de mes propres mains. Le pardon est un voyage, Camille, répondis-je après un moment de réflexion. Pour être honnête, je ne sais pas si j'y arriverai complètement un jour, mais je reconnais ta tentative de changer. Et ça signifie quelque chose. Avant de partir, je pris brièvement sa main, le premier contact physique que nous ayons eu depuis le procès. Ce ne fut pas un geste de réconciliation totale, mais une reconnaissance que malgré tout, nous partagions encore une histoire, un lien qui, bien que profondément endommagé, ne pouvait pas être complètement effacé. Dans les mois et années qui suivirent, ma vie trouva un nouvel équilibre. La Fondation prospéra, étendant ses services à d'autres villes du Berry et de la région centre. Occasionnellement, je rendais visite à Camille en prison. Des rencontres difficiles, mais qui devinrent graduellement moins tendues. Elle tint sa parole, continuant ses études de droit et offrant éventuellement une assistance juridique à d'autres détenus. Quant à Julien, je n'eus plus jamais de contact avec lui. J'appris seulement qu'il continuait à purger sa peine dans une pénitentiaire de haute sécurité, s'étant impliqué dans d'autres incidents avec des détenus. Le congélateur industriel, cette chambre d'horreur où j'ai failli perdre ma vie, fut démonté et retiré de la propriété par les nouveaux propriétaires. D'une certaine façon, cela symbolisait comment j'essayais de traiter l'expérience traumatique. Ne pas l'effacer de la mémoire, mais la transformer en quelque chose de différent, quelque chose qui pourrait servir un objectif plus grand. Les cicatrices physiques de l'hypothermie demeurèrent,
des mains qui me font mal les jours froids, une sensibilité extrême aux basses températures, des douleurs articulaires qui me rappellent constamment ces 18 heures. Mais les cicatrices émotionnelles, bien qu'encore présentes, furent progressivement resignifiées. Aujourd'hui, à 78 ans, je regarde en arrière et vois comment cette expérience terrible m'a transformé. Comment survivre à moins 25 degrés C pendant 18 heures dans un congélateur industriel m'a enseigné la résilience de l'esprit humain et comment notre volonté de vivre peut surmonter des limites que nous n'aurions jamais imaginées possibles. Mon histoire n'est pas sur le pardon, bien que ce soit un chemin que je continue d'explorer jour après jour. Elle est sur la transformation, sur comment, même dans les moments les plus sombres, quand nous nous sentons littéralement gelés par l'horreur de ce que les êtres humains sont capables de se faire les uns aux autres, il est encore possible de trouver un chemin de retour vers la vie, la lumière et l'objectif. Les roses sur mon balcon fleurissent maintenant, plus vigoureuses que jamais. Chaque matin, quand je les arrose et leur parle comme je l'ai toujours fait, je me souviens que, tout comme ces fleurs qui survivent aux hivers les plus rigoureux, nous aussi, humains, avons cette capacité extraordinaire de renaître après des moments de gel extrême, qu'ils soient littéral ou métaphoriques. Mon message pour vous qui m'avez regardé jusqu'ici est simple. Soyez attentifs aux signaux d'abus et de manipulation, surtout si vous êtes âgé ou connaissez quelqu'un en situation vulnérable. Faites confiance à vos instincts quand quelque chose ne semble pas normal. Documentez, cherchez de l'aide, maintenez un réseau de soutien au-delà de la famille immédiate. Et si vous traversez votre propre hiver personnel, sachez que même dans le gel le plus profond, il existe une possibilité de survie et de renouveau. Tout comme j'ai trouvé dans le simple film plastique à bulles un outil pour ma survie, vous aussi pouvez trouver des ressources inattendues en vous et autour de vous. Je remercie de tout cœur chacun qui a suivi mon histoire jusqu'à la fin. Si vous connaissez quelqu'un en situation vulnérable ou avez été touché par ce récit, s'il vous plaît, partagez et aidez à diffuser ce message. Ensemble, nous pouvons protéger nos aînés et transformer les tragédies en objectifs. Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et joignez-vous à nous dans cette mission vitale. En tant que survivante d'une tentative d'homicide perpétrée par ma propre fille, je peux garantir, la sensibilisation sauve des vies.